Ici, c'est l'histoire d'un bloc de 2 kg qui est déposé sur une surface initialement à l'horizontale. On augmente lentement l'angle θ que fait la surface avec l'horizontale. Et le bloc commence à glisser lorsque θ est égal à 27 degrés. On nous demande de trouver le coefficient de frottement statique entre le bloc et la surface. Si on cherche le coefficient de frottement statique, ici, on cherche le μs. Okay? Et première chose qu'on va faire, c'est juste s'imaginer la situation. J'ai mon bloc de 2 kg qui repose initialement sur la surface horizontale et j'augmente tranquillement l'angle θ. Donc, j'augmente l'inclinaison de mon plan. J'obtiens un plan incliné de plus en plus. Et on dit qu'il existe un angle critique, l'angle de θ qui est égal à 27 degrés, pour lequel le bloc commence à glisser. Donc, pour un angle plus petit que 27 degrés, ce que j'ai en réalité, c'est une force de friction, une force de frottement, qui va maintenir mon bloc statique. Okay? Donc, la composante de poids qui tire mon bloc vers le bas du plan incliné est insuffisante pour contrecarrer la force de frottement. À 27 degrés pile, la force de frottement est insuffisante maintenant pour maintenir le bloc statique sur le plan incliné et le poids l'emporte et fait accélérer le bloc vers le bas de la pente. OK, on cherche le coefficient de frottement statique, donc on cherche le μs ici. Élaborons d'abord une stratégie. La première chose qu'on va faire, comme dans tous les problèmes de dynamique, on a des forces impliquées, on va toujours dessiner toutes les forces. Regardons d'abord notre schéma. On a notre bloc sur notre plan incliné. Première chose qu'on fait, on va dessiner notre système d'axes. Et là, on peut être un peu astucieux. On va orienter notre système d'axes de sorte à ce que l'axe des x soit parallèle au plan incliné. C'est quoi l'idée derrière ça, plutôt que de prendre un axe normal où on a les y verticales puis les x horizontaux? C'est d'essayer d'orienter toujours au moins une des composantes ou un des axes dans la direction de l'accélération. On sait que notre bloc peut juste se déplacer le long du plan incliné. Okay? Il ne va pas se déplacer en Y ici. Donc, il va juste se déplacer le long du plan incliné. Donc, en mettant ici notre axe des X orienté ou parallèle avec le plan incliné, ce que ça fait, c'est que l'accélération du bloc ne peut être qu'en X. Si on avait orienté notre système d'axes comme d'habitude avec les Y verticaux, ça aurait fait en sorte que notre accélération, il y aurait eu une composante en X et en Y. Puis ça complique un peu quand on fait la somme des forces, tout ça. C'est beaucoup plus simple de juste mettre l'orientation d'un des axes dans la direction de l'accélération. On a l'orientation de notre système d'axes, on va maintenant dessiner toutes les forces. On sait qu'on a notre bloc qui repose sur une surface, nécessairement, il va y avoir une force normale. La force normale est toujours orientée à 90 degrés, perpendiculaire à la surface sur laquelle l'objet se trouve. Donc, on a notre vecteur de force normale qui pointe ici vers les Y positifs, ou vers le haut. On a aussi la force gravitationnelle qui tire notre bloc vers le bas du plan incliné, donc on a un vecteur de poids. Et on a aussi le frottement dans ce problème-là, qui fait en sorte que notre bloc peut rester collé sur la surface tant que l'angle est plus petit que 27 degrés. Et là, pour déterminer l'orientation de notre vecteur de force de frottement, notre petit Fs, il faut se demander, dans le cas limite, si ce problème-là ne contenait pas de frottement, comment se comporterait notre bloc? Donc, s'il n'y avait pas de frottement, notre bloc voudrait simplement descendre vers le bas du plan incliné. Ça nous dit que si notre bloc reste statique, ne bouge pas sur notre plan incliné, c'est qu'il y a une force qui l'empêche de glisser, et ça nous dit que l'orientation de notre force de frottement est vers le haut du plan incliné. On peut aussi se dire qu'une force de frottement pointe toujours dans la direction opposée au mouvement. Donc, si notre bloc veut descendre le long du plan incliné, notre force de frottement va pointer dans la direction inverse, donc vers le haut du plan incliné. Maintenant qu'on a dessiné toutes nos forces, poursuivons avec la stratégie. Comme on a une force de frottement, puis on cherche le coefficient de frottement statique, on sait qu'on va devoir déterminer l'expression pour le module de la force de frottement. Notre force de frottement ici est orientée juste en X. Donc, si on fait la somme des forces en X, d'après la deuxième loi de Newton, cette expression-là va inclure la force de frottement, puis on va pouvoir isoler le module de la force de frottement de cette façon-là. Donc ici, on va trouver l'expression pour la force de frottement en fonction des autres forces dans le problème, d'après la somme des forces en X. On sait qu'une force de frottement, d'après l'équation qu'on voit en bas, contient aussi le module de la force normale dans son expression. Donc la force de frottement qui est égale à μs fois n, donc le coefficient de frottement statique fois le module de la force normale. Et la force normale ici n'est pas orientée en x, elle est orientée en y. Okay? Ce qui est toujours le cas. La force de frottement est toujours perpendiculaire à la force normale. Donc, il va falloir aller voir dans l'axe perpendiculaire. Si notre force de frottement est juste en x, il va falloir aller voir en y pour trouver le module de la force normale qui apparaît dans l'équation pour la force de frottement.
Donc, deuxième étape, ça va être de trouver le module de la force normale d'après la somme des forces en Y. Et à partir de là, on va avoir, on espère, suffisamment d'équations pour pouvoir résoudre notre système d'équations et isoler ce qu'on cherche, le μS. Allons-y. On a dit que la première étape, c'est de trouver l'expression pour la force de frottement d'après la somme des forces en X. Faisons-le. Donc, si on explicite la somme des forces en X, ici, quelle force j'ai en X et surtout dans quelle direction? J'ai la force de frottement qui pointe vers le haut du plan incliné, donc vers les X positifs, donc plus Fs. Et on a la composante X de notre vecteur de poids. Si on la dessine, la composante X est opposée à notre angle θ et est dirigée vers le bas du plan incliné, qui est, selon notre système d'axe, vers les X négatifs. Donc, je vais avoir Fs moins la composante X de mon vecteur de poids. Et comme notre vecteur de poids ici, et la composante X de notre vecteur de poids est opposée à notre angle, dans notre petit triangle rectangle, on va utiliser le sinus θ. Donc, on peut écrire Fs moins Px qui est égal à Fs moins le module du poids, mg, fois sin θ. Et d'après la deuxième loi de Newton, on sait que tout ça, c'est égal à la masse fois l'accélération en x. Comme on s'intéresse au cas limite, où on atteint presque le 27 degrés, l'angle critique pour lequel la masse va glisser, mais on ne l'a pas tout à fait atteint, notre bloc, on considère qu'il est encore stationnaire, encore statique. Donc, s'il est statique, l'accélération va être nulle. Donc, AX vaut 0 et la somme des forces ici va également valoir 0. Donc, on peut isoler l'expression pour la force de frottement. On a Fs qui est égal à mg sin θ. Ça va être notre première équation. Deuxième étape de notre stratégie, on s'est dit on sait qu'on va devoir trouver le module de la force normale parce qu'on sait que la force de frottement, Fs, est égale à μs fois n. Mais on ne connaît pas encore n. Et là, on va être obligé d'aller voir ce qui se passe en Y pour trouver l'expression pour la force normale n. Donc, si on fait la somme des forces en Y, on a n qui pointe vers les Y positifs, vers le haut. Et on a aussi la composante Y de notre vecteur de poids qui pointe vers les Y négatifs. Donc, on a n moins la composante Y de notre vecteur de poids. Si on veut savoir quelle est la relation entre le module de notre vecteur de poids et sa composante Y, on voit que la composante Y ici est adjacente à mon angle, donc on va utiliser le cosinus. Donc, je peux écrire mon expression, la somme des forces en Y, qui est égale à n moins mg cos θ. Et ça, c'est égal, la somme des forces, à la masse fois l'accélération en Y. Encore une fois, ici, notre bloc est contraint de se déplacer le long de l'axe des X, et de toute façon, on considère le cas limite où notre bloc est statique. Donc, il n'y a pas d'accélération, l'accélération est nulle, et la somme des forces l'est aussi. Maintenant, on peut isoler l'expression pour la force normale. On a n qui est égal à mg cos θ. Et ça, c'est notre équation numéro 3. Troisième étape maintenant. On peut enfin espérer trouver le coefficient de frottement statique, μs, étant donné que, d'après l'équation 1, on a le module de la force de frottement, Fs, qui est égal à une expression, et selon l'équation numéro 2, on a la force de frottement qui est égale à μs fois n. Donc, on peut dire que la force de frottement est égale à la force de frottement. Okay, ça va toujours rester vrai. Donc, je peux dire que l'équation 1 est égale à l'équation 2. Si je l'écris, je vais avoir la force de frottement qui est égale à μs fois n, et ça, c'est égal aussi à la force de frottement, d'après l'équation 1, à mg sin θ. Maintenant, ce que je peux faire, c'est essayer d'isoler la variable qu'on cherche, le coefficient de frottement statique, μs, et je vais diviser par la force normale de chaque côté, et là, j'obtiens l'expression pour μs qui est égale à mg sin θ divisé par n. Et là, on va utiliser l'équation numéro 3 qui nous donne l'expression pour le module de la force normale. On sait que n, c'est égal à mg cos θ, donc je vais le remplacer dans mon équation, et j'obtiens pour μs, mg sin θ divisé par mg cos θ. Et là, fait intéressant, on voit que la masse et la gravité, la constante de gravité, apparaît au dénominateur et au numérateur. Ce qui fait en sorte qu'on peut les annuler. Et on obtient ici sin θ sur cos θ. Et ça, c'est simplement tangente θ, tan θ. Donc, on a le coefficient de frottement statique qui est égal à tan θ. Et ici, je rappelle, θ, c'est l'angle critique de 27 degrés. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se rend compte que notre coefficient de frottement statique ne dépend ni de la masse, ni du champ gravitationnel dans lequel notre bloc se trouve. Donc, si j'avais un bloc qui avait une masse complètement différente, ailleurs sur une autre planète, j'obtiendrais le même coefficient de frottement statique. Okay? Donc,
C'est quand même la beauté de l'universalité de la physique. C'est ce que les mathématiques et la physique nous disent. Maintenant, bon, on peut remplacer. On sait que notre coefficient de frottement statique μs est égal à tangente θ. Et θ ici, c'est 27 degrés. On peut remplacer, pitonner dans la calculatrice, et on obtient une valeur de 0,510. Est-ce qu'il y a des unités à un coefficient de frottement statique? Non. Étant donné que si on regarde l'équation dans le bas ici, le coefficient de frottement statique, si je l'isole, je vais avoir Fs divisé par N, Fs qui est une force en newton, divisé par la force normale, qui est aussi une force en newton. Donc, j'ai des newtons divisés par des newtons, ce qui fait que je n'ai pas d'unité résultant à ça. Okay? Les coefficients de frottement statique et cinétique n'ont pas d'unité. Donc, je ne perdrai pas de points si je ne marque pas d'unité à la fin. Je peux simplement dire μs est égal à 0,510. Et voilà.